Malgré l'ensemble de nos connaissances actuelles, nous avons été surpris par la progression rapide du Covid-19, et nos réactions face à l'épidémie ne furent pas très différentes de celles de nos aïeux, pour la peste noire, mais également pour la grippe espagnole. Mais alors une question en découle, comment se fait-il qu'à chaque grande épidémie, nous soyons toujours aussi surpris? On peut apporter un début d'explication en étudiant différents biais cognitifs, et il y en a énormément. On peut notamment citer le biais de modèle mental, le biais d'endogroupe et d'exogroupe, le biais de confiance excessive, et le biais de croissance exponentielle. Et si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces biais, je vous invite à aller voir le très bon webinaire d'Olivier Siboni, et je vous mets le lien en description. Aujourd'hui, je vais me concentrer spécifiquement sur le biais de croissance exponentielle, car il me semble qu'on en parle bien trop peu, alors qu'il a un impact colossal sur la compréhension de la propagation de l'épidémie. Mais alors, qu'y a-t-il de bien compliqué à comprendre dans une fonction aussi basique, me direz-vous? Ben on remarque le plus simple, c'est que je vous teste directement pour voir si vous arrivez à échapper au biais de croissance exponentielle. Pour ça, je vous ai préparé un petit quiz, et on passe directement à ce mini-quiz. Alors, première question, les nénuphars et les temps. Ça, c'est un célèbre brain teaser qui a longtemps été utilisé lors d'entretiens de recrutement, chez Google, Amazon ou de grands cabinets de conseil. Alors, le problème, il est assez simple et il est le suivant. Vous avez un étang, et dans cet étang, vous avez des nénuphars. Chaque jour, le nombre de nénuphars est multiplié par 2. Et on sait qu'au bout de 30 jours, les nénuphars ont rempli l'intégralité de l'étang. Question, combien de jours faut-il pour remplir la moitié de l'étang? Mettez pause si vous souhaitez y réfléchir. Si vous avez répondu 15, c'est que vous avez linéarisé dans votre tête. Vous vous êtes dit, la moitié du lac, ça devrait correspondre à la moitié du temps. Non, la bonne réponse c'est 29 jours. Si le 29e jour, vous avez la moitié du lac, vous multipliez par 2 pour avoir le nombre de nénuphars pour le jour suivant, et ça vous donne bien le lac entier. Question numéro 2. Le chiffre d'affaires de Facebook. Ici, vous avez le chiffre d'affaires de Facebook en milliards entre 2009 et 2013, et ce sont les vraies données. La question est la suivante. À ce rythme de croissance, à votre avis, quel sera le chiffre d'affaires dans 5 ans, c'est-à-dire en 2018? Et là, je vais vous aider un petit peu. Est-ce que c'est 20 milliards 35 milliards 48 milliards ou 56 milliards? Mettez pause si vous souhaitez y réfléchir. Et on a la réponse en image. Ici, c'était 56 milliards. Allez, une petite dernière pour la route. L'épargne de 40 ans. Encore une fois, l'énoncé est très simple. Vous mettez de côté 500 € tous les mois sur votre compte épargne, et on va supposer ici que votre compte épargne vous rapporte 10% tous les ans. À votre avis, quel sera le montant de votre épargne dans 40 ans? Est-ce que c'est 5 millions d'euros? Est-ce que c'est 3 millions d'euros? Est-ce que c'est 850 000 euros? Ou est-ce que c'est 264 000 euros? Encore une fois, mettez pause et prenez votre temps si vous souhaitez y réfléchir. Et ici la réponse, c'était 3 millions d'euros. Oui, je sais, c'est énorme, mais c'est bien la réalité. Bon, maintenant que j'ai toute votre attention, je vais pouvoir entrer dans un début d'explication pour illustrer tout ça. Alors si vous avez misérablement raté le quiz, ne vous en faites pas, car il faut signaler que ça fait des décennies que des recherches en psychologie cognitive ont montré que le cerveau humain avait beaucoup de mal à appréhender les relations non linéaires, et l'exponentielle en fait partie. Et une relation linéaire, c'est quoi? C'est tout simplement une ligne qui traduit une relation de proportionnalité entre deux choses. C'est pour ça qu'on l'appelle une relation linéaire. On peut prendre l'exemple du slogan de la campagne de Sarkozy en 2007, « Travaillez plus pour gagner plus ». Si vous gagnez par exemple 10 € de l'heure, on peut imaginer que plus vous faites d'heures et plus vous gagnez de l'argent. Si bien que si vous travaillez 5 heures, vous gagnez exactement 5 fois plus que si vous avez travaillé 1 heure. C'est proportionnel, c'est linéaire. Un autre exemple, aujourd'hui en France, le prix du paquet de cigarettes est quasiment à 10 €. Donc plus vous fumez, plus vous achetez de paquets et plus ça vous coûte cher. Et si vous fumez un paquet par heure, relativement à votre salaire précédent, ça donne cette relation que je ne vais pas commenter. Ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que ces relations-là, on les comprend très bien et on les comprend de manière très intuitive, alors que les relations non linéaires comme l'exponentielle, on a du mal à les appréhender intuitivement. En quelque sorte, on n'a pas le bon logiciel dans notre cerveau pour les comprendre facilement. Et en plus, ce qui n'aide pas, c'est que la grande majorité des relations qu'on a à traiter au quotidien sont des relations linéaires. Mais les exponentielles, ça bloque. Et du coup, ce qu'on essaye de faire pour mieux comprendre ce genre de relations, c'est de les rendre linéaires. Mais pour vous rendre compte un petit peu de la chose, voici à quoi ressemble une fonction exponentielle. C'est une relation dans laquelle plus vous avancez dans le temps et plus elle augmente rapidement. Et si je mets la relation linéaire à côté, ça donne ça. Donc vous voyez que de prime abord, si je veux linéariser l'exponentielle, ça marche pas forcément. En revanche, remarquez qu'au début de la courbe exponentielle, si je prends le modèle d'une droite, ça marche pas trop mal. Les deux figures se confondent pas mal. Si bien que si je confonds l'exponentielle avec une droite au tout début, j'aurai des valeurs pas trop aberrantes. Par contre, j'ai un décrochage qui est super rapide sur la deuxième partie de la courbe. Et au bout d'un moment, la différence entre les deux modèles sera abyssale. Ce qui explique qu'au début, quand on suit une progression exponentielle, on a l'impression que tout est linéaire, tout va bien,
bien et d'un coup il y a un décrochage violent. Donc par exemple, si vous êtes une entreprise qui est bien établie sur le marché et que vous voyez émerger des startups concurrentes, vous pouvez être très rapidement surpris et déstabilisé de la vitesse à laquelle elles grandissent, et vous finirez par agir trop tard. À ce sujet, je vous recommande un très bon article du Harvard Business Review qui traite justement de la pensée linéaire dans un monde non linéaire. Alors je reviens sur ma courbe exponentielle rapidement. Un petit truc en maths pour étudier les variations, c'est de suivre le déplacement de cette petite droite que vous voyez à l'écran. Cette petite droite colle la courbe en chaque point, on appelle ça une tangente, et le concept est simple. Plus elle s'oriente vers le haut, et plus cela veut dire que les valeurs s'accroissent très rapidement. Et vous voyez que sur la deuxième partie de la courbe, elle se met très rapidement à la verticale, ce qui traduit justement ce décrochage très rapide. Alors que ma relation linéaire, ça évolue toujours de la même façon. Normal, c'est une droite. Et ce phénomène d'accroissement super rapide, on peut essayer de le sentir physiquement. On peut prendre un exemple qui est très simple à comprendre, celui de la boule de neige. En fait, la boule de neige, plus vous la faites rouler, et plus son volume grandit. Et plus son volume grandit, et plus elle a même d'emmagasiner encore plus de neige à chaque tour. Si bien que vous vous retrouvez très vite avec une boule énorme. Et c'est exactement ça une croissance exponentielle. Et pour le montrer autrement, prenons le cas concret du partage de fake news par exemple. Imaginez qu'en une minute, vous relayez une fake news à 2 personnes, qui elles-mêmes vont la relayer à 2 autres personnes la minute d'après, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et vous voyez que très rapidement, à la 9e itération, malgré toute ma bonne volonté, je n'ai même plus assez de place pour faire rentrer les figures sur l'écran. Et si je veux formaliser cette progression avec des chiffres, vous voyez qu'au départ, à 0 minute, j'ai un partage. Après 1 minute, j'ai multiplié par 2. Après 2 minutes, j'ai encore multiplié par 2, ce qui donne 2 fois 2. Et après 3 minutes, j'ai encore multiplié par 2, ce qui donne 2 fois 2 fois 2. Mais ça, je peux le réécrire de manière un peu plus intelligente et pratique, avec des puissances de 2. Donc ça me donne 2 à la puissance mon itération. Si bien que si je veux calculer le nombre de partages de fake news au bout de 30 minutes, ça me donne 2 à la puissance 30, soit plus d'1 milliard de partages. Donc en fait, on se rend compte qu'il suffit de récupérer la constante, qui est ici égale à 2, pour que je puisse établir des prévisions. La question est, comment est-ce que je peux la récupérer dans un cas concret? Là c'est plutôt facile parce que on observe qu'il suffit que je prenne une ligne et que je la divise par la précédente. En l'occurrence, dans l'exemple, ça ferait 2 fois 2 divisé par 2, et ça me donne bien ma constante qui est égale à 2. En passant, petit aparté pour les gens qui voudraient faire le lien avec la fonction traditionnelle exponentielle qui est étudiée au lycée, c'est exactement la même chose, sauf que la constante n'est pas égale à 2, cette constante est notée E, et elle vaut à peu près 2,71. Maintenant que vous avez compris les rudiments de l'exponentielle, essayons de voir ce que ça donne sur un cas pratique. Et on va prendre, au hasard, celui de l'épidémie du coronavirus. Et on est parti pour l'analyse. Et ici, on va étudier l'évolution du coronavirus sur le sol américain. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un support sur lequel me référer. En effet, aux États-Unis, le 16 mars, il a été demandé à 18 des meilleurs experts épidémiologistes américains quelle serait leur prévision du nombre d'infectés pour le 29 mars, donc 13 jours après. Et dans le lot, il y avait des experts de Harvard, de Johns Hopkins, bref, des véritables pointures. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors ici, vous voyez les différentes prévisions, et les points bleus que vous voyez, ce sont les valeurs les plus probables des experts, leur meilleure estimation. Et le rectangle bleu autour, c'est l'intervalle de confiance. C'est-à-dire l'intervalle dans lequel ils sont très confiants que la vraie valeur se trouve. Par exemple, dans le premier cas, la meilleure estimation de l'expert, c'est ici 80 000 personnes. Dans le meilleur des scénarios probables, ça serait autour de 20 000. Et dans le pire des scénarios probables, ça serait autour de 160 000. Donc déjà, vous voyez qu'ils sont pas très d'accord entre eux de manière générale. Mais plus que ça, moi j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que les fourchettes sont aussi larges. La différence entre 20 000 personnes et 160 000 personnes, elle est quand même très grande. Et ça peut changer beaucoup de choses. Donc on va se mettre dans le contexte et on va faire une petite analyse simple à notre tour. Je vous rappelle le cadre de l'étude. Nous sommes le 16 mars 2020. Nous sommes aux États-Unis et nous avons à ce jour plus ou moins 4000 personnes qui sont infectées du coronavirus. Et on vous demande combien de personnes seront infectées le 29 mars, c'est-à-dire dans 13 jours. Donc à notre niveau, on va réaliser une analyse simpliste. On va reprendre le nombre cumulé de personnes infectées à chaque jour. Et par exemple, si on le fait pour les 3 jours qui ont précédé le 16 mars, ça nous donne le tableau suivant. Et vous pouvez retrouver ces valeurs sur la page Wikipédia que je vous mets en description. Et du coup, le but du jeu, c'est de retrouver la constante pour mon modèle. Donc comme on l'a vu, je vais diviser chaque ligne par la précédente. Et j'ai mes différentes petites constantes. Sauf que du coup, elles fluctuent. Et là, je me dis de manière un peu simpliste et naïve que si je prends la moyenne de toutes ces constantes, en remontant jusqu'au 25 janvier, je pourrais me rapprocher de la bonne valeur de la constante, entre guillemets. Et donc j'aboutis à la conclusion que ma constante devrait être égale à peu près 1,33, en prenant la moyenne de toutes ces valeurs. Donc une fois que j'ai trouvé ma constante, c'est très simple, j'ai à ce jour 4372 personnes que je vais multiplier par ma constante, que je mets à la puissance le nombre de jours.
jours, et ce qui me donne à peu près 180 000 personnes. Et en l'occurrence ici, une constante de 1,33, ça veut dire que tous les 2 jours et demi, le nombre total de contaminés double. Et maintenant je vais reprendre exactement les mêmes calculs, mais je vais faire varier ma constante en fonction des hypothèses que j'estime probables. On pourrait se dire par exemple que finalement le temps de doublement à 2 jours serait plus correct, au vu des informations qu'on a. Dans ce cas, ça donnerait une constante égale à 1,41, et ce qui me donnerait 400 000 personnes contaminées. Vous voyez à quel point ma constante est sensible, une différence de 0,08 engendre une différence de 220 000 personnes dans ma prévision. Et au contraire, je peux aussi faire des prévisions plus optimistes, en disant que ça devrait plutôt doubler tous les 4 jours. Et dans ce cas, ma constante vaut 1,19 et ma prévision sera égale à 40 000 personnes. Et si je suis encore plus optimiste, je peux dire que ça ne doublera que tous les 5 jours. À ce moment-là, je vais me retrouver avec une constante égale à 1,15, ce qui m'amène à une prévision de 27 000 personnes. Et si je remets tout ça dans l'ordre, vous voyez que ma prévision elle aussi entre 400 000 personnes et 27 000 personnes. Et avec notre petit modèle très simpliste et pas très rigoureux statistiquement, on peut dégager que ma meilleure estimation ce serait 180 000 personnes, une estimation optimiste serait 27 000 personnes, et une estimation pessimiste serait 400 000 personnes. Et sachant que le 29 mars, il y avait en réalité 160 000 personnes diagnostiquées, on n'est pas loin des 180 000 personnes, même si évidemment dans mon cas c'est très facile de faire le malin, car c'est très facile d'avoir la bonne analyse lorsqu'on connaît le résultat auquel on doit aboutir. Et ça, c'était pas le cas des experts. Alors petite remarque quand même, mon modèle ne peut fonctionner que si on se trouve au début de l'épidémie, quand celle-ci est en croissance, donc juste avant le pic. Et c'est une difficulté puisqu'il est compliqué de savoir à l'avance quand est-ce qu'on atteindra le pic. Mais revenons-en aux prévisions des experts. Quand on reprend ces prévisions-là, et qu'on place la barre des 160 000 personnes, on voit qu'il y a uniquement 3 prévisions qui sont correctes. En fait, pour la plupart, ils n'avaient envisagé qu'un temps de doublement compris entre 5 et 8 jours. Et ça, c'était plutôt une hypothèse optimiste. Mais c'est même pas ça le plus perturbant. Ce qui est un peu un aveu d'échec collectif dans la compréhension de la croissance exponentielle, c'est de voir toutes les estimations avec des barres aussi resserrées autour de la valeur moyenne, alors que l'incertitude dans le modèle de la croissance exponentielle est justement très grande. Et c'est là où on comprend à quel point le biais de croissance exponentielle est puissant, parce que même quand on est conscient de ce biais, et même étant des experts en épidémiologie, on peut très largement sous-estimer l'ampleur de la chose. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans une analyse globale qui avait été faite par Thomas Peyo le 10 mars, celui-ci essayait d'estimer le nombre de cas réels atteints par le coronavirus, à partir du nombre de cas connus, c'est-à-dire testés. Et en France, lorsqu'on avait 1400 cas recensés, lui disait que le vrai nombre devait se trouver entre 24 000 et 140 000. Et sur certaines tribunes, on pouvait lire certains de ses détracteurs utiliser l'argument suivant. En gros, le fait que la fourchette de prévision soit aussi large et imprécise, c'était scientifiquement mauvais signe. Et il est vrai que l'analyse de Thomas Peyo n'était pas une analyse statistiquement très rigoureuse, mais en l'occurrence, c'était peut-être le plus mauvais argument à utiliser dans ce cas précis, et pour les raisons qu'on a vues précédemment. Et pour ceux qui voudraient approfondir cette notion d'intervalle de confiance, par rapport aux prévisions dont on vient de parler, je vous invite à aller voir la vidéo de Science for All, qui parle de manière un peu plus technique, mais beaucoup plus rigoureuse, de ce cas-là. Et il aborde également un sujet très intéressant qui est le biais de confiance excessive. Et en ce qui concerne ma vidéo, elle touche à sa fin. Si vous l'avez aimée, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu, à commenter ou à la partager. Et en ce qui me concerne, je sais que je suis un esprit faible, mais je me soigne.